Bienvenue donc à notre émission. Jacques Roger sur Afrique 2050 Radio. J'espère que vous vous portez très bien. Élection Gabon 2025. Aujourd'hui, nous avons donc un invité que vous connaissez certainement très bien, Monsieur Jean-Claude Nzamba. Avec lui, nous allons faire le tour d'horizon, parler de l'actualité dans son pays. Aujourd'hui, nous emmenons donc directement au cœur du Gabon, là où les choses se passent, là où les mots deviennent actions. Après donc l'éclairage intellectuel du politicien, monsieur Dr Jean-Aimé Mouketou, nous donnons donc la parole à un autre acteur de la transition, disons, de la vie politique au niveau donc du Gabon, ou bien social. Monsieur Jean-Claude Nzamba, ancien actif de la diaspora, il a fait donc le choix de rentrer au pays pour vivre et participer donc j'allais dire, à cette phase cruciale, voilà, de l'histoire donc du Gabon. Il vit, il voit, il entend et surtout, il agit. Il est avec nous pour partager son regard, son expérience de terrain et nous dire si la promesse d'un Gabon nouveau est réelle ou un simple, on peut dire, ou simplement rhétorique. Monsieur Jean-Claude Nzamba, bonjour ou bien bonsoir là où vous êtes et bienvenue donc à Afrique 2050 Radio. Bonsoir et merci Jacques Roger pour m'avoir invité pour participer à cette émission et donner mon point de vue sur la vie politique, sociale et économique du Gabon. Notre émission donc va s'articuler, cher ami, au pur, disons le thème, ça sera donc purgation ou rupture réelle avec l'ancien système, on pourra dire des Bongo. Monsieur Jean-Claude Zamba, vous êtes rentré donc au pays après de longues années dans la diaspora. À ce stade du processus donc de transition, avez-vous donc le sentiment qu'il y a eu une véritable purgation de l'ancien système où assistons à une continuité, j'allais dire, masquée? Merci, c'est une question importante, non seulement pour les Gabonais et les Gabonaises, mais également pour le monde, le reste du monde qui est intéressé par l'actualité gabonaise. Il ne s'agit pas de continuité. J'ai longtemps milité dans la diaspora contre l'ancien régime. J'ai été avec plusieurs de mes compatriotes aux États-Unis. Nous avons créé la première société civile gabonaise qui s'appelle la Diaspora gabonaise pour la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Donc nous étions au fait des violations des droits de l'homme qui se passaient au Gabon, aux arrestations arbitraires, des personnes qui ne pouvaient pas, après leurs études, accéder à certains postes. Au niveau du Gabon, pendant 10 ans, la fonction publique, les postes étaient gelés. Donc, vous avez des personnes qui avaient eu leur diplôme pendant 10 ans, ne pouvaient pas acquérir un poste au niveau du gouvernement. Les routes complètement délabrées. Vous allez dans les écoles, c'était vraiment au niveau déjà des mœurs, une déprécitude en fait du pays. On parlait de certaines choses dans les médias, mais l'impact au niveau de la population ne se faisait pas ressentir. Les activistes, les Gabonais de la diaspora qui osaient dire un mot ou ceux qui étaient au niveau du Gabon étaient arrêtés, étaient suivis et ainsi de suite. Et je vais un peu en passer. Donc, pendant des années, nous avons beaucoup milité au niveau donc, de l'Amérique du Nord sur vraiment faire savoir toutes ces violations qui se passaient, que ce soit au niveau des crimes économiques, que ce soit au niveau des violations des droits de l'homme dont le Gabon a été est signataire. Aujourd'hui, les Gabonais de la diaspora et d'ailleurs peuvent venir et partir du Gabon sans aucun problème. Des personnes comme moi et d'autres étions des personnes non grata sur le territoire gabonais. Certains ont perdu leurs parents, ont perdu des membres proches de leur famille et ne pouvaient pas venir au Gabon. Nous avons le cas de M. Landry Washington et de M. Bertrand Zibi qui avaient été incarcérés juste pour avoir mentionné, parlé du fait qu'ils étaient contre ce qui se passait dans leur pays. Donc, la force de proposition n'était pas donnée à tout le monde. Un petit noyau gérait le pays. Aujourd'hui,
nous pouvons dire que le Gabon a eu une nouvelle constitution, donc la Cinquième République. Cette constitution a été le fruit d'une collaboration inclusive de tous les Gabonais de tous bords, ont été appelés pour travailler ensemble pour mettre en place une nouvelle constitution et enlever certains éléments de la constitution ancienne qui ne mettaient pas en exergue le Gabon d'abord. Donc, pour répondre, c'est une rupture, c'est une nouvelle lancée du Gabon et comme on dit ici, c'est enfin notre essor vers la félicité et il est temps que tous les Gabonais puissent mettre leur contribution au développement, à la construction de ce pays. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Nous avons trouvé un pays quelque part exsangue, nous avons eu les caisses vides, si je peux dire ainsi. Donc il fallait faire quelque part un certain nettoyage. Dans ce nettoyage, il y a toujours la conscience administrative des personnes qui ont travaillé et qui ont bien fait leur travail. C'est pas tout le monde nécessairement qui était je dirais, les couloirs du pouvoir, qui ont peut-être fait de mauvaises choses, mais il y a des personnes, par leur travail, on peut faire avancer certaines choses. Et quand on veut construire un pays, et je dirais une nation, on essaie d'appeler tout le monde. Maintenant, il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ce qui se passe sur le terrain. En arrivant, ce que j'ai pu constater, c'est que beaucoup de Gabonais disaient, enfin on peut respirer, on sent un air de liberté, les gens sortaient sans avoir peur, les gens peuvent parler sans avoir peur d'être arrêtés ou d'être suivis. Et déjà là, je dis, c'est une grande avancée. Une grande avancée parce que quand on veut construire un pays, une nation, on appelle tout le monde. On appelle tout le monde. Chez nous, on dit, on va se retrouver sous la case à palabres, on va se retrouver au corps de garde et on va dire ce qui ne va pas et comment on peut arranger les choses. Mhm. Merci beaucoup, Monsieur Zamba, hein. N'empêche que certains se posent la question, est-ce qu'on peut faire du nouveau avec du vieux? Certains parlent donc d'un recyclage politique, d'un retour massif donc des anciens figures, hein, du régime autour du président Olengi. Est-ce que, si vous voulez, est-ce, si vous voulez, une perception exagérée vue de l'extérieur ou une réalité que vous constatez aussi, hein, sur le terrain? Dire qu'on ne peut pas faire du nouveau avec du vieux, je pense qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. Je prendrai un exemple. Nous avons vu au Congo, Kinshasa, après les indépendances, donc lorsque Lumumba, après son discours devant le roi belge, décide de dire euh, la liberté que nous avons aujourd'hui, nous l'avons eue au prix du sang des Congolais qui ont été fouettés, qui ont été battus, dont les droits de l'homme ont été violés. Nous avons le cas de la Guinée-Conakry avec Sékou Touré, lorsqu'il a dit en 68 non au référendum, de vouloir continuer quelque part sous une soi-disant indépendance politique, mais pas économique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la France a retiré tous les coopérants qui travaillaient dans les administrations, dans les écoles, et ils ont dit, on va voir comment vous allez vous en sortir sans ces personnes qui ont travaillé dans les administrations et fait avancer le pays. Donc, les deux cas se sont passés au Congo belge et également en Guinée-Conakry. Ça a créé une situation très difficile pour ces pays pour pouvoir avancer. À un moment, lorsque l'on veut s'asseoir et régler les problématiques d'un pays, je suis désolé, il faut essayer d'appeler tout le monde à la table. Il y a des personnes qui ont lieu à avoir des exactions qui sont sérieusement des violations de droits de l'homme ou alors des crimes économiques. Je pense que ces personnes, au moment venu, il y aura des choses qui seront faites. Moi, je ne m'inquiète pas sur le fait qu'on peut parler de, on voit certaines personnes, on voit certaines figures, mais qu'on le veuille ou non, euh, Monsieur Oligui, ben, c'est quelqu'un qui a servi au Bongo, c'est quelqu'un qui a servi son pays au Maroc, au Sénégal. Maintenant, s'il faut dire
on ne veut pas du vieux dans le sens, on ne veut aucune personne qui a travaillé dans l'ancien régime, on aura qui? On aura qui pour mettre en place certaines choses? On va s'appuyer sur qui pour construire ce pays? Nous, chez nous, on dit ce que le vieillard voit assis, la personne qui est, l'enfant qui est debout ne voit pas. Mais pourquoi on dit ça? Parce que celui qui a une certaine expérience, non seulement de l'administration, qui a une certaine éthique, peut et est utile au développement du village, de la communauté, de la nation. Donc il faut juste savoir travailler avec les personnes qui vont faire avancer le pays, au point où cet impact va être ressenti au niveau de la population gabonaise. Parce qu'à la fin de la journée, on est là pour les Gabonais, que ce soit des Gabonais d'adoption ou des Gabonais de naissance. Mhm, mhm. Votre expérience est quand même assez intéressante puisque vous avez vécu dans la diaspora et vous êtes au Gabon, hein, donc ce que vous dites, c'est vraiment factuel. Mais n'empêche que, disons, vous qui vivez actuellement désormais donc au Gabon, euh, est-ce que vous sentez-vous réellement un changement dans la gouvernance, dans le fonctionnement, j'allais dire, des administrations et aussi dans la justice? Ou est-ce que on peut le dire c'est encore timide selon vous? Je pense qu'il y a de grands changements. Vous Lesquels? savez, Mhm, moi je vais vous parler de ce que je peux expérimenter au jour au jour. mhm, Aujourd'hui, les Gabonais vivaient dans une situation où, au niveau de la fonction publique, les postes étaient gelés pendant 10 ans. Et pour entrer à la fonction publique, quelqu'un qui a dépassé 35 ans ne pouvait plus. Donc, et pourquoi? ces personnes à qui Mhm, une injustice a été faite, mhm, a été réglée par le président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui en disant, nous allons ouvrir et nous allons nous assurer que ces personnes qui ont dépassé les 35 ans à cause de ce gel, on doit les considérer. On doit les prendre en compte et non rester sur cette politique de dire il faut avoir 35 ans pour pouvoir entrer à la fonction publique. Pendant des années, nous avons les élèves. Moi, lorsque j'étais au lycée, j'ai bénéficié de la bourse scolaire. Pour un pays qui est à revenu intermédiaire, qui a beaucoup de ressources et de richesses, comment enlever cet encouragement qui était là, qui était mis là pour encourager nos élèves à faire mieux? Monsieur Brice Clotaire Oligui a remis les bourses. Les retraités qui avaient servi leur pays, qui avaient servi leur pays dignement, ne pouvaient pas recevoir leur retraite. Ils ont servi dignement leur pays pour se retrouver devant des situations où on va faire des programmes de musique à Londres qui coûtent des millions, alors que nous avons des retraités qui ont servi leur pays et qui ne s'en sortent pas. Nous avions également beaucoup de dettes intérieures. Dette intérieure, ça veut dire que les entreprises locales ont des contrats avec le gouvernement et le gouvernement va payer à un certain moment. mhm. Si le gouvernement ne paye pas, que va-t-il se passer dans ce tissu économique avec les sociétés locales? Elles vont tomber, elles vont licencier, on va se retrouver devant un chômage assez grandissant. Aujourd'hui, le chômage a diminué sous M. Brice Clotaire de 12%. Vous avez un problème de route. Pendant des années, les Donc, personnes reçoivent. le sauvage se trouve à quel pourcentage en ce moment aujourd'hui? Ça a reculé de 12%, mais c'est à combien? À quel pourcentage? Il était, Donc, OK, ouais. au niveau total, il était au niveau de 36%. Mhm. Lorsque vous regardez le chômage des jeunes, il était à 42%. OK. Vous voyez. Donc, M. Brice Clotaire a ouvert, a créé même des situations où on se dit, bon, on va essayer d'embaucher au niveau de la fonction publique. Mais en même temps, encourager. Il a créé la banque de l'investissement. Cette banque va accompagner les petites et moyennes entreprises dans certains projets, que ce soit des projets avec l'État
Mhm. ou des projets de développement, soit dans le domaine agricole, dans le domaine industriel. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, qu'est-ce qui fait la puissance économique des États-Unis? Ben, c'est 33 millions de petites et moyennes entreprises qui comptent entre 2 et 10 employés. Ce sont ces petites et moyennes entreprises qui font l'économie américaine, qui est la plus grande économie au monde. Donc, si on n'accompagne pas ces petites et moyennes entreprises, et on se focalise sur les grandes entreprises, aux États-Unis, il y a des lois, par exemple, sur la sous-traitance. Des compagnies comme Apple, des compagnies comme General Electric sont obligées, à chaque fois qu'ils ont des contrats avec le gouvernement, de sous-traiter 30%. En ce moment, il y a un travail qui est en train de se faire sur des lois sur la sous-traitance. Mais en créant cette banque de l'entrepreneuriat, hein, la BCEG, aujourd'hui, et même là encore, il va y avoir une autre dotation pour pouvoir accompagner ces petites et moyennes entreprises. Il y en a beaucoup qui ont reçu des prêts de cette banque. J'ai assisté à un forum où cette banque, en collaboration avec la Banque centrale, ont créé des programmes où ils ont sensibilisé, ils ont expliqué, ils vont accompagner dans le processus d'aider ces petites et moyennes entreprises à s'en sortir et à être en règle avec l'État, que ce soit au niveau de la fiscalité. Un dernier point, quand même assez intéressant, nous parlons aujourd'hui de la digitalisation de l'administration gabonaise. Un projet phare est le projet de la santé. Ce projet de la santé est financé au niveau de 44 milliards de francs CFA, à peu près 33 millions de dollars, par la Banque mondiale. Ce projet consiste à s'assurer que le dossier patient soit digitalisé, soit sécurisé et soit traité de façon éthique par le gouvernement. On ne peut pas mettre en place de politique sur la santé si on n'a pas des statistiques réelles. Vous voyez? À travers ce projet, on se rend compte qu'il y a des hôpitaux, des centres de soins qui n'ont pas, par exemple, des groupes électrogènes. Ça Mhm. n'a pas de sens dans les pays développés qu'un hôpital ou qu'un centre de soins n'ait pas de groupe électrogène. Ben, en ce moment, ces centres de soins sont en train d'être équipés en groupe électrogène, en Internet, pour s'assurer que quand vous avez des patients qui viennent très tôt le matin, ils viennent à 300, à 400 dans un centre de soins, dans un hôpital, en espérant être reçus parce que il n'y a pas cette possibilité de prendre des rendez-vous à l'avance. Donc, vous devez venir en espérant être le premier arrivé, mais sans assurance d'être reçu. Ben, voici un projet que le président Brice Oligui est en train de pousser de toutes ses forces. Et aujourd'hui, on peut dire que nous avons 4 centres de soins et 2 CHU qui sont en train d'implémenter ce projet. Au total, c'est 10 sites, donc 4 CHU, 2 hôpitaux, et nous avons également 4 centres de soins qui sont en train d'être formés pour pouvoir mettre cela à la disposition de la population, au point où je pars d'un endroit, d'un centre de soins à l'intérieur du pays, et je suis envoyé peut-être vers Libreville. Je n'ai pas besoin d'emmener avec moi tout mon dossier médical. Mon dossier est automatiquement accessible au niveau du CHU. Ça fait également une uniformisation au niveau des coûts, de la facturation. Vous pouvez avoir un médecin qui se trouve sur Libreville qui peut faire une consultation à distance d'un patient à l'intérieur du pays. Vous savez, quand quelqu'un est malade, cette personne non seulement ne peut pas souvent se déplacer, mais doit appeler un autre membre de la famille à l'accompagner. Mhm. Alors, lorsque cette personne qui dit à son patron, écoute, je ne peux pas venir parce que mon parent a un problème, et va s'asseoir pendant des heures sans assurance d'être reçu et doit revenir le lendemain, vous voyez qu'en termes de productivité, c'est pas positif. Donc, d'ici le mois de juin, nous pourrons parler dans le Grand Libreville de la digitalisation du fichier patient. Et ça a un impact direct, non seulement sur le personnel métier, c'est-à-dire le personnel médical, qui verra donc leur travail plus rapide Mhm. et plus consistant et plus fluide, mais également au niveau du patient qui se rendra compte que, tiens, j'ai un rendez-vous tel jour à telle heure,
J'ai pas besoin d'aller plusieurs jours ou très tôt le matin, mon rendez-vous à 14 heures, comme ça se passe dans les pays développés. Vous D'accord. voyez? Et ça a un impact direct. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que le taux de chômage a baissé de près donc de 17%. Comment vous mesurez le taux de chômage? Est-ce que réellement cela se vit, se sent sur le terrain que le taux de chômage a réellement baissé? Ben, déjà, vous avez beaucoup de programmes qui ont été mis en place. Le président de la République, M. Bruce Koto-Nguema, a mis en place un programme, un Gabonais, un taxi. Ok. Donc, il y a eu une première dotation de 417 taxis qui ont été livrés. Là, récemment, il y a juste quelques jours, il y a une autre dotation de 400 taxis qui ont également été livrés et la liste d'attente, elle est énorme. Nous avons le Pôle emploi. Le Pôle emploi est cette agence Quand vous dites qui prêt, c'est ressent. prêt gratuitement ou bien c'est un prêt qu'on fait aux Gabonais? Ben, bon, dans ce sens, c'est un prêt parce que le gouvernement vient comme garant. Mhm. S'il fallait qu'un Gabonais aille s'acheter un taxi et s'assurer que ce taxi ait tous les documents en norme, que ce taxi ait constamment la vidange qui soit faite, euh, un Gabonais avant ne pouvait pas se le permettre. Ce qui est demandé aux Gabonais, c'est de pouvoir apporter leur participation, parce que comme vous savez, souvent quand vous donnez à quelqu'un, et c'est partout dans le monde, hein, quelque chose gratuitement, les personnes n'arrivent pas souvent à valoriser cela. C'était ce que je Donc, voulais dire. C'est le voilà, sens. il fallait y apporter un apport de 1 million, 1 million 100, je pense, et en termes de quote-part. Mhm. Et là, maintenant, un programme a été mis où chaque jour, cette personne qui est un entrepreneur doit reverser une certaine somme et euh, selon la semaine, il y a des visites qui sont faites pour s'assurer que s'il y a un problème avec la voiture, tout soit réglé, tout soit pris en compte. Le problème que nous avons souvent avec les routes en Afrique, c'est que vous pouvez vous retrouver dans un accident, ainsi de suite, et puis cette source de revenus que vous avez, vous n'avez pas nécessairement à votre disposition les moyens d'aller réparer cela. Hein. Donc là, il y a quand même un accompagnement assez considérable. Mhm. Si vous savez que dans les pays développés, vous voulez avoir une voiture à crédit, ben on va regarder votre crédit, on va regarder combien de revenus vous avez, et à la fin, vous ne pourrez même pas être en mesure de commencer cette activité. Donc cet accompagnement, qui est un accompagnement réel, et on peut voir tous les jours lorsque l'on sort ces taxis Gab qui circulent, et on peut voir des jeunes et des dames, des hommes et des dames, très contents de faire ce travail parce qu'en fait, ils se disent, pendant longtemps, on n'avait aucun revenu. Pendant longtemps, on dépendait de la famille. Pendant longtemps, on se sentait lésé, oublié. Aujourd'hui, on a un moyen de subsistance qui nous ramène Mhm. non seulement notre intégrité de pouvoir participer donc à la vie familiale, mais le plus important, c'est que ça ramenait à ces Gabonais La dignité. leur D'accord. dignité de se sentir Mhm. contribuer à leur développement personnel, mais également de leur famille, de leurs enfants, ainsi de suite. Merci beaucoup, Monsieur Nzamba. Alors, passons donc au deuxième volet donc, de notre entretien donc, de ce soir, hein. On va parler donc de la campagne électorale et surtout l'état des lieux hein, sur le terrain. Vous êtes là-bas, vous vivez, vous voyez un peu comment les choses fonctionnent, hein. Alors, donc la question que je m'en vais vous poser, euh, je crois, comment selon vous se déroule concrètement donc la campagne dans les quartiers, dans les villes, dans les provinces? Ressentez-vous donc une faveur populaire, une vraie attente donc du changement ou plutôt donc de la méfiance? Vraie attente du changement. Pendant plusieurs élections, les Gabonais ne croyaient plus euh, au fait que leur vote soit respecté. Aujourd'hui, les Gabonais sont debout. Aujourd'hui, les Gabonais ont compris qu'ils sont arrivés à une ère, à une transition où maintenant, ils vont participer concrètement et chacune de ces personnes au développement de leur pays. Dans la nouvelle constitution, toutes les personnes, toutes les catégories de personnes sont considérées
les personnes d'un certain âge, les jeunes, les femmes, nous avons ici des groupes ethniques qu'on appelle des pygmées. Leurs droits sont également protégés par la Constitution. Et il y a plusieurs constitutions, de belles constitutions à travers le monde, mais aujourd'hui, je ne connais pas une constitution qui, qui, euh, qui demande à ce que, lors des scrutins présidentiels, des observateurs internationaux doivent être présents. Mhm, 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 Pourquoi avoir demandé cela? Pourquoi avoir inscrit cela? Ben mhm, pour dire on n'a rien à cacher, que les gens qui veulent venir observer puissent venir. Nous avons récemment, là ils sont là, ils sont sur le terrain. Le Commonwealth est là, par exemple, et d'autres, l'Union africaine avait été invitée. Vous voyez? Et aujourd'hui, comme je dis, les gens sont engagés. Les gens se disent, enfin, nous allons nous retrouver devant une situation où le vote que nous allons poser va compter. Les personnes d'un certain âge qui ne votaient plus sont allées s'inscrire massivement. Les jeunes qui venaient d'avoir leurs 18 ans sont allés s'inscrire au point où l'affluence était telle que le ministre de l'Intérieur a dû rajouter d'une semaine le temps pour se faire enregistrer. Cela montre un mhm. engouement que l'on n'a pas connu avant. Je n'ai pas connu un moment où on m'a fait savoir, parce que je vote depuis des années, depuis près de 30 ans, mais je ne me rappelle pas avoir une situation où on a dû ajouter une semaine pour permettre aux gens de se faire enregistrer. Mhm, mhm. Je comprends parfaitement. Mais revenons à cette question. Que disent donc les Gabonais ordinaires autour de vous? Croient-ils en ce Gabon nouveau ou un Gabon réinventé? Et quels arguments reviennent souvent dans les conversations donc, de rue? Pour mon expérience, euh, je dirais que les personnes avec qui j'arrive à converser, et j'arrive à converser avec beaucoup, parce que je ne suis pas à la maison, je sors, je me retrouve dans certaines causeries avec des personnes de tous bords. Euh, L'espoir, vous savez, on dit l'espoir fait vivre. Mhm, mhm, Et lorsque vous avez une opportunité, même s'il était possible que cette opportunité ne soit pas réelle, mais rien que l'espoir de se dire, enfin je vais compter, enfin je vois des routes qui sont mises, je vois des écoles qui sont réhabilitées, je vois des hôpitaux qui sont réhabilités, je vois mon enfant à la maison qui a trouvé un travail, je vois ma fille, ma nièce qui a pu être recrutée par une compagnie. Oui, je me rends compte qu'aujourd'hui, nous développons l'agriculture. Aucune économie au monde ne s'est développée sans l'agriculture. Les États-Unis, le Japon, la Chine, les pays européens se sont développés à travers l'agriculture. Quand M. René Dumont dit l'Afrique est mal partie, René Dumont était un agronomiste. Et quand il dit l'Afrique est mal partie, c'est parce qu'il se dit la grande majorité de ces pays ont une population qui font de l'agriculture artisanale. Ils vont devoir manger. Et il faudrait les employer, il faudrait mettre en place des politiques agricoles et agraires qui soient pérennes et qui puissent apporter des économies d'échelle qui, au fur et à mesure, vont développer d'autres secteurs. Aujourd'hui, un accent particulier est mis sur l'agriculture. mhm, Il y a à peu près un mois, il y a eu la foire agricole qui s'est passée au niveau de Libreville. Les gens sont venus à travers le pays. Le ministère du Commerce a mis cela en place. Mais c'était incroyable de voir l'engouement des Gabonais à repartir à la terre, à cultiver, à faire transporter, à présenter leurs produits. C'était vraiment incroyable. Et là, vous voyez mhm. que ce soit au niveau agricole, vous avez aujourd'hui les handicapés qui sont pris pour compte. Vous avez les veuves, les retraités qui sont pris pour compte.
les jeunes qui ont cet espoir de savoir qu'ils pourront avoir un boulot lorsqu'ils finiront leurs études. C'est tout cela. Et même pour ceux qui sont dans la diaspora, nous avons, comme l'a dit à un moment le président Brice Okoté Nguema, nous avons plusieurs membres de la diaspora dans le gouvernement, que ce soit la ministre de la Communication, Madame Dong, nous avons le ministre de l'Économie, Monsieur Ndoumba, nous avons le ministre de l'Environnement, et nous avons plusieurs autres dans des postes stratégiques dans ce pays. C'est parce que la diaspora, comme les Gabonais qui sont sur place, chacun a sa place et ils sont tous prêts à apporter leur pierre à cet édifice qui est en train de se construire. Mais justement, vous êtes de la diaspora et parmi les candidats, il n'y a aucun membre de la diaspora. Certains disent que cette diaspora a été sciemment exclue, hein, du processus électoral à travers donc la Constitution, hein, que les Gabonais ont sciemment et puis ou bien en suivant les ordres, j'allais dire, du gouvernement, afin de créer les conditions pour que le Gabonais de l'extérieur ne puisse pas donc réellement participer. Vous êtes Gabonais, vous êtes Gabonais de l'extérieur et puis maintenant au Gabon. Comment voyez-vous un peu cela? Est-ce que vous pensez que les arguments tiennent la route? Les arguments ne tiennent pas la route, c'est un faux débat. Mhm. Pourquoi c'est un faux débat? OK. Dans le code électoral, Mhm. il y a des éléments qui sont clairs. Et même dans l'ancien régime, pendant plusieurs élections, le code électoral disait que pour pouvoir prétendre à l'élection présidentielle, il faut avoir résidé au Gabon 2 ans ou 3 ans. Et vous allez le voir dans beaucoup de codes électoraux à travers le monde. Donc, c'est quelque chose qui était déjà connu d'avance. Si un membre de la diaspora, sachant que il a été fixé un certain nombre de temps pour une élection présidentielle, mais on dit que gouverner, c'est prévoir. Cette personne se serait préparée, serait venue sur place et n'aurait pas eu cet élément du code électoral qui demandait qu'il fallait être là un certain nombre d'années. Vous voyez? Donc, moi, je dis, c'est un faux débat dans le sens où euh, il faut savoir Monsieur, comprendre. Monsieur Zamba, quand vous dites Oui. que c'est un faux débat, pour cette élection, est-ce qu'il n'aurait pas fait quand même, il n'aurait pas fallu faire, disons, tabula rasa, puisque vous-même vous l'avez dit en début d'émission, que beaucoup de Gabonais de la diaspora ne pouvaient pas réellement se rendre au Gabon, ne pouvaient pas, voilà, ce qui veut dire que les 3 années, à faire les 3 années au Gabon, c'était pratiquement impossible. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire tabula rasa pour cette élection et puis appliquer le code électoral pour les prochaines élections? Je pense que c'est quelque chose qui aurait pu effectivement être fait, mais moi j'ai vu une personne de la diaspora, une dame, même deux, qui sont venues de la diaspora pour vouloir voilà, se présenter. Je me rappelle même, je pense que c'était en 2009, Monsieur Mangara, qui est dans le New Jersey, était venu et s'était présenté à une élection présidentielle. Monsieur Nyama également de New York était venu et c'était. Mais dans le même processus, il y avait cette réglementation, comme vous dites, il faut avoir résidé un certain nombre d'années. 3 ans. Vous savez, tout ne peut pas être, voilà, tout ne peut pas être euh, parfait, hein. Mhm. Je pense que ce sont des éléments qui peuvent demain être revus parce que nous sommes en train de construire un pays et on a besoin de tous les Gabonais. Tous les D'accord. Gabonais, selon leur expérience, ont quelque chose à apporter à l'édifice de ce Gabon nouveau, à cette cinquième République. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous avez beaucoup parlé de l'engouement donc des Gabonais. Parlons un peu donc de l'opposition. Voyez-vous donc une opposition structurée, hein, face au candidat Oligui Nguema, ou est-ce un boulevard, j'allais dire, électoral, hein, pour lui aujourd'hui, cher ami? Bon, parler d'opposition, je pense que si on regarde certains noms hein, qui reviennent, on se retrouve devant une situation école. Des personnes qui disaient hier que le PDG ne laissera jamais un autre parti, une autre personne
dirigeait le pays, qu'il n'acceptait aucune opposition, qui traitait même la diaspora de démunis, qui ne font rien dans les pays à l'extérieur. Ben, voilà, aujourd'hui, ils se retrouvent devant une situation où maintenant ils sont de l'autre côté. Aujourd'hui, ils demandent à ce que certaines choses soient faites qu'eux-mêmes ne pouvaient pas faire à leur époque où ils avaient le pouvoir. Je dirais, c'est un cas d'école et quelque part, ça montre le manque de sagesse. Maintenant, il y a certains nouveaux candidats que je ne connaissais pas, donc je ne peux pas vraiment m'exprimer sur eux, mais il y a certains, comme Monsieur Billy Bilzé, qui pour moi et pour certains d'entre nous, se retrouvaient en donneur de leçons et mal placés, malvenus, parce que c'est exactement ce genre de personnes qui ne voulaient rien entendre, qui ne voulaient s'asseoir avec personne et qui se disent les plus intelligents et que c'est eux qui avaient le pouvoir et que tout le monde devait suivre. Mais Donc, justement, vous parlez de M. Alain Bilimizé. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir certains Gabonais voir à M. Alain Bilimizé comme le candidat du changement et M. Olingema, hein, le candidat d'aller dire, bon, de l'ancien régime? Qu'est-ce que ça vous fait? euh, je pense que nous sommes en démocratie Mhm, et chacun est libre de ses choix. mhm, Le plus important est que les Gabonais aillent voter. Voter est un devoir. Voter est un devoir. Et beaucoup se sont battus, que ce soit en Afrique, au Gabon, à l'international, rien que pour avoir le droit de vote. On ne peut pas ne pas exercer ce droit et après se plaindre. mhm, Bon, nous voulons que les gens aillent voter, qui votent le candidat de leur choix. Ceux qui veulent voter M. Glibidze, ils sont libres de le faire. mhm, Ceux qui veulent voter M. Olingema sont libres de le faire. À la fin de la journée, ce mhm, sont les urnes qui vont départager ce débat. mhm, mhm, Voyez? Parce que si on se retrouve avec M. Olingema qui gagne à 80%, ça veut dire que mhm, les Gabonais mhm. voient en lui cette personne du changement qui peut leur apporter le bonheur. Vous voyez? C'est-à-dire que les résultats de l'élection va répondre à ces questions elles-mêmes. Mais C'est concrètement, pourquoi, vous avez déjà fait, vous, votre choix. ben oui, mon choix, il est fait. Et je pense qu'il peut se voir à travers le t-shirt que je porte. Les bâtisseurs. Je fais partie des bâtisseurs. D'accord, ok, d'accord. Alors parlons donc au dernier segment et là nous allons beaucoup plus parler de vous et de votre expérience, hein. Le retour donc au pays, engagement, espoir et défis, hein, puisqu'il y a beaucoup de Gabonais encore qui se posent des questions, hein. Est-ce qu'ils doivent rentrer? Est-ce qu'ils doivent rester? Vous êtes donc rentré, hein, donc des États-Unis pour participer, j'allais dire, hein, à cette transition, j'allais dire, historique. Qu'est-ce que réellement a motivé d'abord ce choix personnel et politique? Et comment vivez-vous, si vous voulez, ce retour? Je le vis très bien. Je ne C'est-à-dire, le dis pas parce que je ne le dis pas parce que je suis devant Jacques Roger. Vous savez, j'ai fait un quart de siècle sans rentrer au Gabon. Les 14 dernières années avant que je ne rentre, j'étais une personne non grata. On m'a fait savoir que vous rentrez, on vous arrête parce que vous parlez beaucoup des droits de l'homme. Et pour eux, c'était parler de ce qui était mal fait, c'était mal parler du Gabon, alors que ce n'était pas le cas. Et on avait dit ceci, aujourd'hui, nous voulons que les droits de l'homme soient respectés pour tous les Gabonais, quel que soit leur bord politique. Et demain, s'il y a un changement de régime, nous dirons la même chose pour ceux qui étaient au pouvoir, qui sont maintenant dans l'opposition, que leurs droits soient respectés. Voyez? Donc, après avoir fait un quart de siècle sans rentrer, après le coup de libération, je ne pouvais pas juste me baser sur les on-dit. Il fallait que je vienne regarder moi-même et faire mon analyse. Et je suis arrivé. Mon objectif était de venir pour 3 mois regarder.
dire bonjour aussi à la famille. Et en arrivant, j'ai constaté des choses positives qui m'ont quelque part rassuré. Déjà, j'ai pu rentrer sans être embêté. Ceux qui étaient... Décrivez un peu l'émotion que vous avez eue après 25 ans. Décrivez un tout petit peu. Oh, vraiment, ça, c'est une parfaite question. Je Oui. suis arrivé, j'ai emmené mon drapeau gabonais. Mhm. Je suis sorti de l'avion avec le drapeau gabonais et je me suis agenouillé pour dire merci à Dieu de m'avoir ramené sain et sauf dans mon pays. Mhm. C'était, comme on dit en anglais, surreal, c'est-à-dire c'était comme un rêve. Parce que nous étions partis dans, dans une situation où, avec le régime précédent et ceux qui se préparaient, et avec donc une succession dynastique qui se pressentait, on était parti sur ne plus jamais être en mesure de rentrer au pays. Vous voyez? C'est-à-dire être obligé d'accepter que vous n'allez jamais plus rentrer chez vous, c'est pas quelque chose de facile. C'est clair. Et être là, à l'aéroport Léon-Bas, personne ne vient t'embêter, tu as ton drapeau, et il y avait cette partie où, Mhm. en fait, je me suis senti privilégié, privilégié. Qui Vous est arrivez, bonjour, voilà, qui est parce que bon, j'étais le seul hein, qui avait son drapeau, et puis j'arrive, on me dit bonjour monsieur, euh, euh, quelque chose à déclarer. Je dis, je suis juste content d'être chez moi. quelle Oui. émotion. Mhm. Voilà, vraiment une émotion. Et il y avait des neveux, des nièces que j'avais pas vu naître. Mhm. Euh, le temps était à la joie. Ma mère ne savait pas que j'arrivais. Mhm. Donc, ça a été une belle surprise pour elle. Et ça, Vraiment, ce contact familial, retrouver des amis d'enfance, retrouver le pays qui m'avait envoyé faire des études. Et même si j'étais venu juste, pour moi, c'était des vacances et regarder, je me suis même posé la question, pourquoi je suis comment j'ai pu faire autant d'années, exactement, c'est clair. Mhm. autant d'années, Hors du Gabon. vous voyez, hors Mhm. du Gabon. Si les choses étaient mieux au Gabon, si chaque Gabonais avait la possibilité, avec ses compétences, de participer au développement du Gabon, et là je ne parle pas juste du Gabon, mais de l'Afrique, Mhm. ces Africains ne resteraient pas, ces Africains ne resteraient pas en Occident, ces Africains ne seraient pas en train de traverser la Méditerranée. Mhm. Et nous sommes le continent le plus riche. Mhm. Et la première ressource d'un pays ou d'un continent, c'est d'abord ses hommes et ses femmes. Mhm. Vous voyez? Mhm. Donc on envoie nos enfants apprendre et quand ils finissent avec de bons diplômes, on n'est pas en mesure de Mhm. leur rassurer quelque chose de périn. Je vois. Parce que nous avons des personnes qui étaient aux manœuvres de l'État, qui Mhm. n'étaient pas des patriotes, qui ne pensaient pas à Gabon d'abord. Je pense à eux d'abord. D'accord. Merci, Monsieur Jean-Claude Zambal. La question que je vais vous poser est assez évidente d'après votre expérience. Quel est donc le message que vous adressez à vos anciens compatriotes de la diaspora qui hésitent encore à s'engager ou à rentrer? On a besoin de tous ces enfants. Pour avoir évolué dans un monde anglo-saxon, nous avons ce terme que nous utilisons toujours dans les technologies. Nous avons les early adopters et puis les late adopters. Qu'est-ce que Mhm. ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes qui vont être parmi les premiers à aller regarder, à aller essayer. Vous avez d'autres qui vont dire, bah tiens, on attend de voir que telle personne réussisse, on attend un peu, ou on attend d'avoir telle condition qui est là avant de venir. Et puis il y en a ceux qui viendront après. Et puis il y en a aussi qui n'y croiront plus jamais.
c'est ça aussi un monde. Et c'est ça aussi respecter les désirs de chacun. Mais tout ce que je peux dire à l'endroit de mes frères et sœurs qui sont dans la diaspora, c'est qu'il y a beaucoup à faire au pays. Et leur expérience est une expérience dont le Gabon a besoin. Je citerai qu'en septembre 2024, après le coup de libération, une association a été créée par les Gabonais à travers tous les continents, qui s'appelle le G10. Le Gabon a 9 provinces, et comme ces Gabonais qui se retrouvent à l'extérieur, ce sont toujours des Gabonais, c'est comme ça qu'on s'est dit, bah tiens, ce sera la 10e province, mais virtuelle, parce que ça va inclure tous ces Gabonais qui sont à l'extérieur et voir comment Mhm. cette diaspora peut réfléchir, être une force de proposition et d'action pour le Gabon, parce que le Gabon a besoin de tous ses enfants. En juillet 2024, une société, une SA, Société Anonyme, a été créée. Elle compte aujourd'hui 1000 Gabonais qui mettent de l'argent pour des projets au Gabon, que ce soit dans l'agriculture, dans le transport, dans l'éducation et ainsi de suite. Aujourd'hui, ces Gabonais, à peu près une trentaine, ont pu lever à peu près 900 millions de francs CFA pour des projets agricoles, entièrement financés par cette diaspora. Et cette diaspora dit, nous n'attendons pas, nous n'allons pas chercher de l'argent auprès du gouvernement, nous apportons de l'argent pour notre pays, pour donner du travail aux Gabonais, sachant que ce ne sera pas nécessairement facile de partir de là où nous sommes et venir. Donc, il y aura une partie qui va rester à l'extérieur, une autre partie qui va venir rester sur place au Gabon. Vous voyez? Donc, il y a des choses, et là, je parle, par exemple, du G10, mais il y a d'autres organisations qui sont en train de faire la même chose. Il y a d'autres Gabonais qui se mettent en communauté et qui essaient de faire pas mal de choses, que ce soit ceux de la diaspora comme ceux au Gabon. Nous avons trouvé ici des personnes incroyables qui aiment ce pays, qui sont prêts à ouvrir des portes pour pouvoir permettre à tous les Gabonais de vivre ensemble. Et c'est pourquoi nous Mhm. supportons, et c'est pourquoi je supporte Merci. M. Brice Clotaire-Olinguema. En d'autres termes, si vous devriez résumer en une phrase l'enjeu donc de cette élection pour le Gabon, que diriez-vous en une phrase, l'enjeu de cette élection? Je dirais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Waouh, très très Nous bien. devons honorer notre patrie en contribuant nos ressources, nos efforts, nos pensées, nos prières parce que nous sommes à un tournant décisif qui nous permettra de repartir sur l'échiquier international et de participer au concert des nations. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Nzamba. Avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un mot d'espoir pour cette jeunesse gabonaise qui vous écoute et surtout africaine? La jeunesse qui compose à peu près entre 65 et 70% des pays africains est celle que nous avons besoin d'encadrer. Et nous nous retrouvons, pour certains d'entre nous qui sommes rentrés, en train de faire ce travail d'accompagnement, en train de faire ce travail d'éducation. Pourquoi? Parce que cette jeunesse, qui parfois s'est sentie oubliée, quand elle voit des personnes qui reviennent de la diaspora, qui reviennent des États-Unis, qui ont parcouru les États-Unis, qui ont une expérience américaine, ils vous écoutent et ils demandent votre parcours. Aux États-Unis, on parle toujours de role model, hein, les modèles. Voilà. Et souvent, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des personnes modèles qui leur donnent des conseils, à qui ils peuvent poser des questions, des personnes ouvertes à leurs pensées, à leurs idées, qui peuvent les encourager, mais qui reviennent de l'extérieur. Et voilà des situations dans lesquelles certains, beaucoup d'entre nous ici, nous nous retrouvons en train d'accompagner cette jeunesse. Et je vous dirais, hein, la jeunesse africaine est très intelligente. J'ai eu à faire des cours ici sur la bioinformatique. Vous avez des élèves qui n'ont pas d'ordinateur, mais qui comprennent parfaitement les sujets, qui ont peut-être un problème au niveau donc l'accès à la technologie. Vous vous rendez compte qu'en fait, il faut juste les accompagner avec les ressources adéquates. La jeunesse africaine
est le futur de ce continent. Et c'est pourquoi au niveau du Gabon, le président Brice Okocha-Oligema parle beaucoup de cette jeunesse, donne des opportunités à cette jeunesse, que ce soit dans le gouvernement, à travers l'entrepreneuriat, à travers l'éducation et à travers des activités caritatives, parce que la jeunesse est notre futur. La jeunesse est notre futur, hein. Monsieur Jean-Claude Nzamba, vous avez bien fait donc de rentrer au Gabon. Merci beaucoup et surtout, portez-vous bien. Au revoir. C'est moi, merci.